tous, bienvenue pour cette dernière conférence de la journée sur Entreprendre autrement. Si vous êtes là d'ailleurs, c'est que vous avez la persévérance des entrepreneurs de rester jusqu'à la fin de la journée, c'est déjà bon signe. Cette conférence, pourquoi? Parce qu'on peut avoir le désir d'entreprendre bien sûr pour se reconvertir professionnellement, mais aussi parce qu'on peut être motivé par la quête de sens, au sens d'utilité sociale, ou par la recherche d'autres modes de gouvernance, d'autres modes de prise de décision. Et ça tombe bien, parce qu'il y a plein de façons d'entreprendre autrement. Et pour vous les présenter, vous aurez, en cette fin d'après-midi, Arthur Petit. Vous représentez Ronalpia, qui est un organisme qui a pour vocation de favoriser l'innovation sociale, aussi bien en développant des écosystèmes propices à l'innovation sociale qu'en accompagnant les entreprises sociales. Tout à fait. Bonjour Arthur. Bonjour. Léopold Appareil, vous travaillez pour Alterancube, un incubateur d'innovation sociale et environnementale, et vous nous expliquerez ce que cela veut dire incuber les projets d'innovation sociale et environnementale. Bonjour Arthur. Léopold. Bonjour. Clémence Charot, de l'Union régionale des SCOP d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous faites partie du premier réseau d'accompagnement des entrepreneurs coopératifs, et vous nous expliquerez tout ce que cela veut dire être un entrepreneur coopératif et comment le devenir. Et enfin, Pascal Berthaud, vous travaillez pour Escale Création, une coopérative d'activité et d'emploi, et vous expliquerez ce que c'est qu'une CAE et comment cela peut accompagner les entrepreneurs sur le lancement, le développement et la pérennisation de leurs projets. Merci à tous les quatre, et sans plus tarder, je passe la parole. Merci beaucoup Thomas, j'espère que vous m'entendez bien. D'habitude, tous les quatre, on a plutôt l'habitude d'être à côté de vous, pour essayer de vous aider à clarifier votre idée, votre projet, etc. Donc c'est aussi un exercice pour nous d'être face à vous sur cette scène. Donc j'espère que vous serez indulgents avec nous en tout cas. Moi je vais commencer par vous parler de Ronalpia et comment est-ce que vous pouvez à partir d'une idée le transformer en un projet et entreprendre dans l'économie sociale et solidaire, ou ce qu'on pourrait appeler l'entrepreneuriat social. Et essayer de répondre à cette question avec ces trois autres personnes avec moi. Comment est-ce qu'on peut entreprendre? Oui, d'accord, mais autrement. Ça veut dire quoi autrement? Et surtout, quel est le modèle un peu classique d'entrepreneuriat aujourd'hui qu'on a l'habitude de côtoyer et quelles sont les alternatives possibles? Si ça vous va, je vous présente d'abord Ronalpia en quelques mots. Qui est-ce qu'on est? Nous sommes une association de loi 1905 née sur le territoire de Lyon il y a maintenant 10 ans. Et on s'est donné pour constat que face aux fragilités, et je détaillerai plus tard ce qu'on entend par fragilité, le changement vient du terrain. Donc on est une organisation qui n'est pas là forcément pour faire de longues recherches, par exemple qu'on pourrait avoir en université. L'idée c'est plutôt d'accompagner les personnes qui sont sur le terrain, qui côtoient chaque jour une situation qui les indigne, dont ils ne sont pas contents globalement, que ce soit en rapport avec l'écologie. Une fragilité peut être humaine aussi, ça peut être des personnes en situation de handicap par exemple que vous côtoyez au quotidien et dont vous pensez pouvoir mieux les accompagner. Ça peut être un système, notamment je pense à l'éducation nationale, je pense à la culture qui sont un peu mises à mal dans le système français actuel. Et l'idée, c'est pouvoir vous accompagner en tant que père à porter un projet dont a priori le caractère lucratif, le profit que vous pourriez en faire n'est pas évident ou n'est pas induit. Et du coup, il faut réfléchir à comment est-ce que vous allez vous rémunérer pour pouvoir vivre de ce projet, parce que c'est quand même ce qui compte. Et on est là pour parler de ça, comment est-ce qu'on peut vivre en portant un projet un peu alternatif. La mission qu'on s'est donnée chez Ronalpia, c'est de donner de l'ampleur à ces innovations sociales. C'est-à-dire que pour nous, l'innovation sociale est un levier de transformation pour répondre à ces fragilités, apporter une réponse nouvelle auxquelles ni le pouvoir public ni les entreprises aujourd'hui en place ne peuvent apporter de solution. Et vous, vous êtes là pour essayer d'en trouver une, pour essayer de la concrétiser et essayer de pallier les maux de la société à votre échelle, en coopérant avec d'autres, en recrutant des personnes dans votre projet après. En tout cas, c'est plutôt l'objectif derrière le mot d'entrepreneuriat autrement, enfin d'entreprendre autrement. On agit aussi au cœur de nos territoires et je préciserai après où est-ce qu'on se situe. Bien sûr, ici on est à Lyon. Je vous ai dit que Ronalpia a été né à Lyon. Aujourd'hui, on se situe dans toute l'ancienne région Rhône-Alpes, pour ceux qui s'en souviennent. Donc on n'est ni en Auvergne,
ni en Savoie et Haute-Savoie. Et pourquoi c'est important d'agir au cœur des territoires? Parce qu'on s'appelle Rhône-Alpia, on ne s'appelle ni France-Alpia, ni Bénin-Alpia. A priori, on a de plus-values réelles que sur le territoire où on est ancré parce qu'on en connaît ses acteurs, on connaît les autres initiatives dans l'économie sociale et solidaire, on connaît ces personnes qui sont à côté de moi qui ne sont pas du tout les mêmes si on se trouve à Valence et encore moins les mêmes si on se trouve dans le Pays de la Loire. Et donc, on aurait moins de plus-value à vous accompagner, en tout cas partout en France. Je le décris un peu en rigolant avec vous là maintenant, mais ça a toute son importance dans un projet d'entrepreneuriat social que d'essayer de le faire à l'échelle de son territoire. On verra après pourquoi en tout cas. On s'est donné 3 missions qui ont été rapidement présentées. Du coup, c'est premièrement de pouvoir favoriser des écosystèmes propices au développement de l'économie sociale et solidaire. Lyon en fait partie, mais par exemple, Rhône-Alpia est dans certains territoires ruraux dans lesquels l'économie sociale et solidaire n'avait pas trop infusé jusque-là. Donc comment on fait en sorte que ce territoire peut être accueillant pour des projets un peu différents sur ce territoire? C'est une des premières missions qu'on s'est données. Ensuite, c'est d'accompagner ces entrepreneurs et ces entrepreneuses sociales, d'accompagner ces entreprises sociales, et je reviendrai là-dessus, et c'est ce qui nous intéresse le plus, en tout cas dans le cadre de cette conférence. Et enfin, c'est de pouvoir fédérer un ensemble de personnes, de pouvoir faire communauté tous ensemble, parce qu'on n'arrivera pas à faire grand-chose seul dans son coin. Et quand bien même votre solution, votre idée de solution est assez inspirante, innovante, etc., c'est ensemble qu'on pourra arriver jusqu'à changer la société. Et ce n'est pas une ambition naïve que je vous présente là, mais vraiment la réelle vocation qu'a l'économie sociale et solidaire, en tout cas arriver à proposer une alternative à la société actuelle qui génère du coup des maux qu'il faut pouvoir corriger. Très rapidement, nous sommes à Lyon. Si vous portez un projet qui n'est pas à Lyon, vous pouvez tout simplement regarder cette carte et essayer de vous reconnaître dans les différents endroits que je vous présente sur la slide. On s'est initialement développé dans les métropoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes et ensuite on accompagne aussi plus spécifiquement dans les territoires ruraux avec chaque territoire ayant sa spécificité et ce n'est pas la même chose d'être accompagné à Roanne qu'à Tarare ou qu'à Lyon. En quelques chiffres, depuis 10 ans, on a accompagné 654 entreprises sociales qui font partie aujourd'hui de cette communauté et ça fait un peu plus de 900 accompagnements qui en tout ont été dispensés depuis 10 ans à partir du stade de l'idée, en passant par le lancement de son projet jusqu'à son développement et enfin le faire changer d'échelle, par exemple en créant des antennes sur d'autres territoires, etc. Comment est-ce que tout ça marche? On peut remercier 52 partenaires financiers sans qui on n'arriverait pas à vous proposer un accompagnement entièrement gratuit. En tout cas, l'idée c'est que vous puissiez vous concentrer sur vos projets, de pouvoir donner de l'impact dans vos projets, de pouvoir apporter une solution à vos bénéficiaires, que ce soit l'environnement ou des bénéficiaires plutôt humains. Et à côté de ça, nous, on va lever des fonds pour que tous ces accompagnements soient entièrement gratuits. En parallèle, on a pléthore de partenaires opérationnels qui nous aident, soit à orienter les entrepreneurs à venir vers nous, soit à travailler avec eux sur des formations, par exemple. Je ne suis pas ni avocat ni juriste, et j'aurais bien besoin d'aide, en tout cas, pour donner une formation sur les statuts juridiques, et c'est en ce sens qu'on est content d'avoir des partenaires qui nous aident. Et aujourd'hui, on est 31, et on est plutôt très content de l'être, parce qu'on était encore 12 il y a 4 ans. Donc, nous aussi, on connaît un changement d'échelle, en tout cas. Dans le Rhône, vous avez plusieurs types d'accompagnement. Ceux qui vont vous intéresser sont plutôt ceux qui ont une dominante jaune à orangée, c'est-à-dire avant la création. Vous pouvez d'abord venir nous voir dans une session outils-toi. C'est simplement 2 heures où on vous réexplique un peu tout ça et on vous donne des premiers outils pour vous accompagner dans l'entrepreneuriat social. Vous avez également un programme Lance-toi que j'évoquerai juste après, ainsi que le programme Incubation. Le reste, c'est plutôt pour vous le partager et pour votre curiosité personnelle. Je voulais revenir en quelques mots sur ce qu'était l'entrepreneuriat social pour qu'on soit au clair de cette définition. Et je laisserai mes collègues vous représenter l'économie sociale et solidaire par la suite et tout ce que ça peut englober. En quelques mots, l'entrepreneuriat social, c'est quelqu'un qui va avoir identifié
cette fragilité sur son territoire, qui va en faire le constat chaque jour et qui à un moment donné, ça va être tellement insupportable qu'il va souhaiter créer une solution qui pourrait apporter une réponse à ce besoin. Pour vous donner un simple exemple, j'ai accompagné un projet d'association qui visait à faire des sorties culturelles pour les seniors parce que la personne était ambulancière, qu'elle accompagnait chaque jour des seniors dans son ambulance et pendant les 10 minutes de trajet, il lui faisait état de leur vie qui n'était pas du tout ce dans quoi ils s'étaient projetés à leur âge et qui manquait cruellement de sorties, de rencontres, de pouvoir aller au musée, de pouvoir envisager la vie comme vous et moi on l'envisage aujourd'hui. Une fois qu'on a trouvé cette fragilité et qu'on essaye d'y apporter une réponse, vous êtes peut-être entrepreneur social si vous renforcez dans le collectif. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à faire tout seul dans votre coin en vous disant « cette solution, je n'ai pas envie de la partager parce que quelqu'un pourrait me la piquer » par exemple. Non, le premier frein à dépasser, c'est d'abord d'en parler, de voir si les autres corroborent ce que vous avez trouvé, ce que vous avez déniché et surtout si ça vous renforce de pouvoir en parler et de faire avec autrui. Dans nos programmes d'accompagnement, que ce soit chez Alter Incube ou Ronalpia ou tout autre acteur, il y a souvent un esprit de promotion et c'est souvent le premier foyer qui va vous motiver à avancer, ou peut-être le deuxième après vos proches et la famille. Donc c'est important de savoir partager. L'objectif prioritaire de l'entrepreneur ou l'entrepreneuse sociale, c'est d'avoir une mission sociale ou écologique. Ça paraît bête, mais dans d'autres business, souvent c'est le profit qui prime. Combien est-ce que je vais pouvoir réaliser d'argent en montant mon projet? Est-ce que je vais avoir un retour sur investissement suffisant? Dans le cadre de l'entrepreneuriat social, il y a quand même une motivation première à vouloir répondre à cette fragilité. De la même façon, du coup, le profit que vous allez générer, parce que vous êtes quand même des entrepreneurs et vous n'êtes pas là pour enfiler des perles, et ben, le profit va être réinjecté au service de cette mission sociale ou écologique. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir mal vous rémunérer, ça veut simplement dire que vous allez dédier les bénéfices que vous allez faire dans l'objectif de répondre encore plus à cette fragilité. Vous vous projetez sur le long terme. Encore une fois, ça paraît anodin dit comme ça, mais vous portez vraiment les lunettes de « et dans 5 ans, si j'ai réussi à porter mon projet, comment est-ce que j'arrive à avoir de l'impact » Qu'est-ce qui aura changé concrètement si je mets en place mon projet et qu'il réussit? Et vous ne vous intéressez pas à « dans 3 mois, est-ce que j'arrive à me verser 1000, 1200, 900 euros sur mon compte ?» Ou 5000, 6000 euros, enfin tout dépend de l'échelle dont vous avez besoin. Et pour terminer, et je l'ai évoqué tout à l'heure, donc je vais aller brièvement dessus, la notion d'ancrage sur son territoire est hyper importante parce que vous allez peut-être identifier quelque chose, une fragilité, et vous avez peut-être envie d'apporter une solution à Lyon. Peut-être qu'à Grenoble, il y a déjà 3 structures qui font exactement ce que vous avez imaginé, et donc ça ne servirait à rien d'aller à Grenoble. Par contre, bizarrement, à Lyon, personne ne s'est lancé. Pourquoi? Et du coup, ça peut valoir la peine de se lancer à Lyon. Je vous donne quelques exemples de fragilités qu'on a pu accompagner. Ça peut être dans le vieillissement de la population, accompagner les aidants, donc ces personnes qui sont à côté des personnes en situation de handicap, des seniors, etc., et qui dédient de leur temps en parallèle de leur vie pour accompagner leurs proches le plus souvent. L'alimentation, on est sur le territoire de la métropole de Lyon qui a des objectifs assez ambitieux en termes de résilience alimentaire. Aujourd'hui, on est à peu près autour des 4% d'autonomie alimentaire et on aimerait passer à 15%. C'est énorme. Ça veut dire qu'il faut des porteurs et des porteuses de projets qui ont envie d'accompagner cette transition. L'économie circulaire, par exemple, comme les déchets que peut générer le bâtiment, le réemploi des chutes de matériaux, que ce soit du textile ou du bois, par exemple. L'éducation, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'éducation nationale est peut-être pas au mieux. Il y a beaucoup de structures qui se lancent pour apporter et outiller les professeurs de l'éducation nationale, par exemple, apporter des outils de pédagogie alternative, etc. Ou tout simplement apporter des notions d'éducation et de culture dans des quartiers, par exemple, prioritaires de la ville où il n'y en a pas forcément, où l'offre n'est pas forcément développée. Et du coup, pour terminer, parce que j'ai pas mal débordé et je m'en excuse, si vous avez juste une idée, je vous invite à regarder du côté de nos programmes d'accompagnement qui s'appellent Lance-toi. Et Lance-toi, c'est pour les personnes qui ont plutôt envie de s'orienter dans un secteur de l'économie sociale et solidaire, qui ont une vague idée,
qui les intéresse, mais qui ne savent pas trop s'ils peuvent en avoir un projet in fine, s'ils vont pouvoir se rémunérer, et surtout, ils ne savent pas trop s'ils ont envie d'être entrepreneurs. Parce qu'il faut pouvoir chaque jour se motiver à être entrepreneur. Là, c'est 4 journées au cours de 2 mois qui permettent de tester cette envie et de voir si effectivement on est fait pour entreprendre et est-ce qu'on est fait pour entreprendre dans l'ESS. Si c'est le cas, et j'espère que ça le sera, j'avance juste un tout petit peu, désolé, vous pouvez rentrer dans le programme Incubation qui cette fois dure 9 mois. Et là, on est plus à un stade où vous avez un projet, par contre, vous ne savez plus dans quelle étape commencer le projet. Qu'est-ce que vous mettez en premier? Est-ce que vous fondez des statuts juridiques parce que ça fait plus professionnel? Ou est-ce que vous commencez par une étude de marché parce qu'à un rendez-vous, on vous l'a dit? L'idée, ça va être plutôt de vous accompagner dans la définition du besoin auquel vous répondez, comment on peut mettre des mots justes dessus, l'étayer, être sûr que c'est le bon besoin, consolider votre positionnement, valider qu'il y a un modèle économique dessus. Encore une fois, en des termes plus simples, c'est comment vous allez gagner de l'argent. Et à la fin, je vous souhaite de trouver des premiers clients et de pouvoir vous lancer. Vous voyez, ce n'est pas si éloigné dans la logique que de créer son entreprise. Simplement, cette fois, vous avez la motivation et la volonté d'entreprendre pour une autre cause et peut-être pour même autrui. Et c'est la fin de ma phrase. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Léopold et je pense qu'il faut juste changer de diaporama. Merci beaucoup, Thomas. Moi, j'en avais pas de diapo. Pas de diapo. Merci beaucoup Arthur. Alors, je vais essayer de vous présenter Alter Incube. Je dis essayer parce qu'Alter Incube c'est une structure un peu tentaculaire. On fait tout un tas de choses. Du coup, je vais essayer de me concentrer sur ce qui, je pense, peut vous intéresser. En tout cas, j'espère. Alter Incube, on est un incubateur, le Incube, mais un alter incubateur dans la mesure où notre objectif, c'est pas d'accompagner des projets qui sont des projets que je vais qualifier d'entrepreneuriat classique. Quand je dis entrepreneuriat classique, j'ai vraiment en tête cette vision, et je suis sûr que vous l'avez aussi, de l'entrepreneur individuel qui est souvent un homme d'un certain âge qui est persuadé d'avoir la solution à un problème de société et que c'est comme ça qu'on va sauver le monde un petit peu. Je ne dis pas qu'ils font tous fausse route ces gens-là, mais nous, ce n'est pas ce qu'on se destine à accompagner. Nous, on a l'idée selon laquelle ce n'est pas des individus seuls qui apporteront les réponses probantes aux problèmes de notre temps, mais que c'est des collectifs d'individus. Du coup, nous, chez Alter Incube, à part à une petite exception près que je vous donne tout à l'heure, on accompagne uniquement des collectifs d'individus. Quand je dis collectif, j'entends au moins 2 personnes, souvent plus que ça. Parfois, c'est des groupes de potes qui se connaissent depuis longtemps et qui décident d'entreprendre ensemble. Parfois, c'est des habitants d'un quartier, d'une ville ou d'un coin qui se rendent compte qu'il y a un besoin vers chez eux et qui se disent qu'ils vont prendre le problème à bras-le-corps. D'autres fois encore, c'est des collectifs qu'on dit multi-acteurs, du coup de personnes morales, des associations qui se mettent ensemble pour porter un projet plus grand que ce que individuellement chaque asso aurait pu porter. Donc nous, on a cette volonté-là, la volonté d'accompagner uniquement des collectifs. Et ça va avec notre inscription dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, dont je pourrais vous donner plein de définitions différentes. On n'est pas tous d'accord dans le monde de l'ESS sur qu'est-ce que c'est l'ESS. En tout cas, moi, ce que je peux vous proposer, c'est que l'ESS, à mon sens, et à ce qu'on défend chez Alter Incube, c'est que c'est des sociétés de personnes et pas des sociétés de capital. C'est des sociétés dans lesquelles les modèles de gouvernance qu'on prône, et du coup, quand je dis gouvernance, je veux dire comment est-ce qu'on prend les décisions, aussi à qui appartient la structure. Tout ça, c'est des modèles qui ne dépendent pas d'un apport en capital et du coup d'avoir le fameux 50,1 qui fait qu'en fait on décide tout seul. À partir de là, on peut être 1 avec 50,1, il peut y avoir 100 personnes qui ont le reste, c'est nous le chef. Mais c'est plutôt d'avoir des modèles de gouvernance qui du coup sont des modèles propres à l'ESS de une personne, une voix, qui veulent dire littéralement ce qu'ils veulent dire. Peu importe l'apport en capital, une personne, une voix. Dans le cas d'Alter Incube, on a cette spécificité un peu propre qui n'est pas le cas de tous les incubateurs, d'accompagner uniquement des collectifs. Et pour nous, du coup, ça s'inscrit d'une part dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi dans ce qu'on appelle l'innovation sociale, qui est un terme qui, je pense, de l'extérieur, fait un peu peur ou ne veut pas dire grand-chose. Et je peux le comprendre parce qu'encore une fois, c'est aussi un terme où on est plein d'acteurs à l'utiliser et à ne pas mettre la même définition dessus. Nous, Alter Incube, ce qu'on veut dire par innovation sociale, et vous allez voir pourquoi je vous en parle, c'est parce que ça va avec Entreprendre Autrement et avec la typologie de projet, de porteurs de projets qu'on accompagne, c'est que pour nous, l'innovation sociale, c'est un processus autant qu'une finalité.
c'est pas uniquement l'impact de ce qu'on fait, parce qu'on pourrait imaginer une structure qui a beaucoup d'impact, qui peut-être fait un truc bien à la fin pour des bénéficiaires, mais qui le fait un peu de n'importe comment, en broyant ses salariés, en essayant d'extraire un maximum de jus de travail de leur part, en les poussant au burn-out par exemple. Nous, ce qu'on a en tête, et ça va encore avec cette idée de société de personnes, c'est qu'en réalité, c'est des sociétés dans lesquelles la gouvernance est partagée, en vue d'assurer des conditions de travail respectables pour toutes et toutes, mais aussi en vue de répondre à un besoin social, parce que sinon, ça peut être d'autres types de structures de l'ESS. Nous, l'idée de nos projets, c'est du coup des projets qui se posent la question du processus, de comment ils le font, à savoir en collectif, mais la question de la finalité. Et la finalité de nos projets, c'est toujours d'essayer de répondre à des besoins sociaux identifiés sur le territoire. Je le reprécise au cas où, ce n'est pas le partage des bénéfices du coup. Les projets qu'on accompagne, c'est des projets entrepreneuriaux, mais un entrepreneuriat qui ne vise pas à générer de l'argent et à se le repartager entre des investisseurs, actionnaires ou que sais-je. Pour autant, comme le disait Arthur juste avant, on fait au mieux pour que nos porteurs de projets aient un modèle économique stable déjà, parce que sinon le projet ne tiendra pas dans la durée et nous notre objectif c'est des projets qui tiennent, mais aussi parce qu'on souhaite à nos porteurs de projets de vivre dignement et de pouvoir se rémunérer comme il leur semble approprié. Pour autant, on ne souhaite pas que les projets qu'on accompagne permettent de rémunérer les poches d'investisseurs extérieurs au projet. Donc pour nous, dans cette idée d'innovation sociale, il y a donc le processus et la finalité qui est la finalité de répondre à un besoin social. Le besoin social, ça peut être les manières d'y répondre, ça peut être de chercher directement à combler ce besoin. Voilà, il y a des besoins urgents à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je ne vous l'apprends pas ça. Voilà, c'est de chercher directement à répondre à ce besoin, mais ça peut aussi être des choses plus diffuses. En fait, souvent quand on a l'idée d'entrepreneuriat social, on imagine la grande précarité, la grande pauvreté, qui sont évidemment des sujets essentiels pour lesquels il faut faire quelque chose. Et on accompagne aussi des initiatives qui vont dans ce sens, mais on accompagne aussi des initiatives qui travaillent plus sur les pratiques et les représentations, ce qui en fin de compte est le cas, à mon sens, de tous les projets sociaux, mais de dire qu'en fait, si on veut changer quelque chose, on ne peut pas se concentrer uniquement sur le problème à la fin, sur la souffrance des individus, mais aussi sur ce qui cause ce problème et cette souffrance, sur les pratiques et les représentations qu'on peut avoir de la grande pauvreté qui conduit au fait que des gens vivent dans cette situation-là. Et en fait, plus globalement, on cherche, à travers nos projets, à travailler sur ces pratiques et représentations, de sorte que par la suite, on n'est plus à accompagner de projets qui vont chercher à aider ces personnes en grande précarité, parce que dans l'idée, il n'y aurait plus cette grande précarité, puisqu'on aurait travaillé sur le reste. En fait, c'est travailler aussi sur la manière de faire société, plus globalement. Je ne vais pas trop m'épancher là-dessus, parce que ça, c'était uniquement mon introduction et que je suis déjà à plus de la moitié de mon temps de parole. Mais du coup, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on fait en termes d'accompagnement, puisque je suis aussi là pour ça. Maintenant que vous savez nos valeurs. On a 3 accompagnements qui sont non payants. Je dis non payants dans le sens où les porteurs et porteuses de projets ne sortent pas d'argent de leur poche pour participer à nos programmes, puisqu'ils sont pris en charge par nos différents financeurs, que sont le Fonds social européen, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'URSSCOP, que vous présentera Clémence juste après, la métropole de Lyon, la métropole de Grenoble, de Clermont, la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne, et je pense que c'est très important de le préciser, on a cette chance de pouvoir proposer un accompagnement qui est non payant. Sur ces 3 programmes, il y en a un que je vais mettre un peu de côté là, parce que je pense qu'il ne vous concerne pas, il est pour des structures déjà en activité depuis 3, 4, 5 ans, enfin voilà. Sauf si je me trompe et qu'il y en a un qui est porteur ou porteuse d'une structure de l'ESS depuis 3, 4, 5 ans et que je ne le connais pas, mais voilà, je le mets de côté celui-là. Je vais vous parler rapidement des 2 autres. On a 2 programmes, un programme très court qui s'appelle Entreprendre demain, qui est un programme de 4 jours. L'objectif de ce programme, pour nous, on le formule comme étant tester le potentiel d'innovation sociale de votre projet. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, on a lancé ce programme il y a peu de temps, il y a 6 mois. Et en fait, c'est parce que la structure existe depuis 12 ans, Alter Incube, et on a souvent rencontré des gens qui nous disaient c'est dommage, moi j'ai essayé de lancer un truc, voire j'ai lancé quelque chose, et en fait, votre point de vue il est super intéressant, j'aurais bien aimé l'avoir au moment où je me posais des petites questions. Simplement, nous, on avait juste des programmes pour des gens qui étaient déjà au stade de lancement du projet. Du coup, on a décidé de lancer ce programme Entreprendre demain pour permettre aux gens de se questionner sur 4 grosses briques de ce qu'on considère comme étant un projet d'innovation sociale, que sont entreprendre en collectif, le besoin social, puisque c'est autour de ça que gravite tout projet d'innovation sociale, territoire éco-construction, puisque selon, c'est un peu ce que disait Arthur juste avant, mais selon les territoires, on n'aborde pas l'ancrage territorial de la même manière, on n'aborde pas le besoin social de la même manière, parce qu'il n'y a pas les mêmes acteurs sur les territoires, il n'y a pas les mêmes solutions, réponses proposées.
Donc voilà, on a à cœur de porter ça aussi. Et enfin, une fois qu'on a travaillé sur ces 3 thématiques, il en reste une 4e, qui est le modèle économique. Puisque voilà, on est sur des sujets qui sont généralement pas faciles, qui sont en général pas rentables par eux-mêmes. Sinon, il y aurait déjà d'autres acteurs qui se positionneraient dessus sur le marché. Et du coup, la question étant de savoir comment on bâtit des modèles économiques qu'on dit hybrides. Et ce que je veux dire par là, c'est des modèles qui vont avoir des ressources marchandes, de la vente de biens ou services, que ce soit aux bénéficiaires directs ou aux bailleurs sociaux ou aux villes, aux collectivités territoriales, mais aussi des subventions publiques, privées, mais aussi, dans le cas des associations, de tout ce qui peut être ressources bénévoles, que ce soit du don ou du temps, parce que ça aussi, c'est une sacrée ressource dans les associations, le temps bénévole qui y est consacré. Du coup, voilà, on accompagne sur ces 4 thématiques dans le cadre de ce programme Entreprendre demain. Je les répète rapidement. Entreprendre en collectif, le besoin social, territoire éco-construction et modèle économique. L'idée, du coup, c'est d'en sortir avec, si ce n'est les réponses à vos questions, en tout cas des questions pertinentes au stade où vous en êtes, pour que vous puissiez par la suite reprendre un peu de temps avec vous, avec votre collectif si vous en avez déjà un, parce que du coup, c'est dans ce programme-là qu'on a un petit écart et qu'on accompagne des entrepreneurs individuels qui se destinent à une démarche collective, mais qui simplement n'ont pas encore trouvé le collectif. Et du coup, vous puissiez, voilà, seul ou avec ce collectif, reprendre les questionnements, les éléments qu'on aura abordés au cours de ces 4 journées. Ça, c'est notre petit programme d'accompagnement. On a un grand programme d'accompagnement qui est le centre de notre activité, qui s'appelle Bâtir demain. Bâtir demain, c'est un programme qui dure 6 mois renouvelable jusqu'à 2 ans, par tranche de 6 mois. Du coup, 4 tranches de 6 mois maximum. L'objectif de Bâtir demain, c'est d'accompagner uniquement des collectifs de porteurs et porteuses de projets qui du coup ont un projet un petit peu plus construit. Au moment d'entreprendre demain, on en est vraiment à l'idée. Je pense à ça, j'ai cette idée, j'identifie ce besoin. Pour Bâtir demain, on a des critères de sélection qui sont un petit peu plus élevés et qui vont du coup nous amener à sélectionner des collectifs de porteurs de projets qui en sont vraiment à se demander bon, bah, comment je fais en fait pour monter mon projet et pour que, dans l'idéal, il se lance dans les 6 mois, voire 2 ans à compter de mon entrée en incubation. Et du coup, on va accompagner sur à peu près tout ce dont vous pouvez avoir besoin. En tout cas, on essaye, on est des couteaux suisses. Mais voilà, que ce soit la gouvernance, le modèle économique, l'ancrage territorial, les relations avec les différentes structures du territoire, la conception de la solution, la réflexion autour du besoin social, l'étude de besoin. Voilà, vraiment là, je pourrais le dérouler, vous l'écrire sur tout un parchemin. On fait vraiment beaucoup de choses sur Bâtir demain et en fait, notre objectif, c'est de pouvoir être tout ce dont vous avez besoin en termes d'accompagnement, même si notre philosophie, ça reste de dire qu'on fait avec vous, on accompagne, on ne fait pas pour vous. Malgré tout, on essaye de faire un maximum de choses avec vous dans le cadre de Bâtir demain. Et je le précise très rapidement, je passe le micro juste après parce que moi aussi je suis en train de battre le temps. Dans nos programmes d'accompagnement, on accorde une grande place à l'idée de collectif au sein du projet, ça vous l'avez compris je pense, mais aussi au sein de... on n'a pas tout à fait un système de promotion, mais en tout cas du fait, pour nous en fait c'est super intéressant de mettre autour de la table différents profils et des fois on se retrouve avec 2 jeunes qui essayent de relocaliser la filière textile en région Auvergne-Rhône-Alpes, 2 personnes qui portent un projet autour du bien vieillir dans le fond de la Drôme et qui ont une carrière dans l'aide aux personnes âgées, et un mec qui fait un garage solidaire à Annonay, et en fait eux, ils arrivent à avoir des réflexions super pertinentes et qui aident chacun et chacune à conduire le projet. Et ça, c'est pour vous dire aussi que voilà, notre posture à nous, c'est un peu une posture d'humilité. Si on ne fait pas pour vous, c'est aussi parce qu'en fait, on n'a pas toutes les cartes en main. Par contre, on a toute la bonne volonté, beaucoup de compétences, et c'est ça qu'on essaie de mettre à votre disposition. Et c'est le cas aussi de tous les porteurs et porteuses de projets qui participent à cet accompagnement et qui ont, je pense, à cœur de voir des projets utiles et pertinents se développer sur les territoires pour répondre aux différents besoins sociaux au sein des territoires. Et sur ce, je passe la parole à Clémence. Merci beaucoup. Juste un petit changement de support. Bonjour à tous, donc Clémence, moi je travaille pour l'Union régionale des SCOP et des SIC, et donc je vais vous présenter rapidement ces 2 formes juridiques, donc SCOP, Société coopérative et participative, et SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui sont 2 formes de sociétés commerciales qui font partie intégrante de l'économie sociale et solidaire, donc qui a été présentée par Arthur et Léopold, et qui permettent d'entreprendre autrement dans un cadre collectif. Donc l'Union régionale des SCOP et des SIC fédère uniquement ces 2 formes de coopératives, parce que quand on parle de coopérative, c'est quand même assez large. Juste, j'ai oublié de chronométrer, voilà, pour pas... Merci.
Parce qu'il y a 17 formes de coopératives en France, on peut penser aux coopératives agricoles, aux coopératives d'habitants. Les SCOP et SIC sont une typologie de coopératives. Donc l'Union régionale des SCOP et SIC fédère ces formes d'entreprises sur la région. C'est un réseau de 700 structures et notre association donc, accompagne à la fois la création de nouvelles SCOP et SIC et également les structures existantes dans la durée pour leur développement. Donc quand on parle de sociétés coopératives SCOP et SIC, on parle avant tout de sociétés commerciales. Ce sont bien des entreprises qui effectivement souhaitent entreprendre autrement, mais ont bien un projet économique. Donc le prérequis, c'est bien d'avoir un projet économique, d'être inscrit sur un marché concurrentiel, etc. Et qui vont avoir adopté un des 3 statuts types de société commerciale. Donc on va être soit SCOP SARL, SCOP SAS ou SCOP SA. Donc les SCOP ou SIC sont à la fois encadrés par le droit des sociétés classiques et par le droit coopératif qui va amener des éléments différenciants à la fois en termes de finalité d'entrepreneuriat, également de gouvernance, de participation des associés et de logique de non-spéculation, non-plus-value au niveau de ces formes d'entreprise. Donc, SCOP et SIC, on peut en avoir sur tous les secteurs d'activité. Pour les SIC, c'est un peu plus spécifique parce qu'on est forcément sur des secteurs qui ont une dimension d'utilité sociale, mais pour les SCOP, il n'y a pas de limite, de contrainte sur l'objet social. Donc, on peut retrouver des SCOP dans le secteur du bâtiment, de l'alimentation, du conseil, du numérique. Là, on est vraiment sur quelque chose de très large. Tout secteur, toute taille également d'entreprise. Pour vous donner un exemple, le groupe Chèque Déjeuner, qui fait les chèques déjeuner, est sous forme SCOP. Et donc là, on est sur une structure importante avec plus de 2000 salariés, par exemple. Et on a des structures beaucoup plus petites. Le minimum pour pouvoir constituer une SCOP, c'est 2 associés. Donc ça va de 2 à 100 limites. Et pour la SIC, il faut être à minima 3. Ce qu'on aime bien présenter au niveau des SCOP et SIC, c'est la pérennité de ces formes de statut. Donc ce qu'on constate, c'est qu'à 5 ans, les formes coopératives, et notamment SCOP et SIC, sont plus résilientes que les sociétés classiques. Ça va un peu avec ce que vous évoquez sur la question de la vision à long terme. Quand on crée une coopérative SCOP ou SIC, on crée avant tout un outil de travail pour les SCOP, un outil pour le développement d'un territoire pour les SIC, avant d'être sur une logique de rentabilité à court terme, si je grossis un peu le trait. Et donc vraiment, ça se traduit statistiquement. On a des structures qui sont plus pérennes, notamment à 5 ans. Si je rentre un peu plus dans le détail de ces 2 statuts, donc la SCOP, société coopérative et participative, c'est une entreprise collective qui a pour but de créer un outil de travail. Donc le principe, c'est désassocier des personnes qui souhaitent mutualiser leurs compétences pour s'engager dans une aventure collective d'entrepreneuriat et se rémunérer via cette activité pour pouvoir en vivre. Donc on parle d'entreprise qui appartient à ses salariés, car les associés d'une SCOP sont majoritairement les personnes qui travaillent dedans. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là, une entreprise qui appartient à ses salariés et qui va mettre en place des modes de décision, des modes de gouvernance qui sont spécifiques, là aussi en opposition aux sociétés classiques, étant donné que, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont bien des sociétés commerciales, donc pour être associé, on apporte du capital, mais le capital est un moyen, n'est pas une fin en soi, et donc ce n'est pas le montant de capital qui va définir quel associé a plus de voix au sein de la coopérative. Là, on est vraiment en lien avec le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc, comme l'a dit Léopold, c'est le principe un associé égale une voix, peu importe la détention de capital au sein de la coopérative. Donc, un mode de gouvernance différent, et la philosophie de la SCOP, c'est permettre aux salariés de s'impliquer dans les décisions de leur entreprise, de s'impliquer dans les grandes orientations et de créer un cercle vertueux. À partir du moment où je suis copropriétaire de mon entreprise, je suis aussi intéressée à sa réussite, à sa performance économique, etc. Par rapport à ça, sur les questions de la performance économique, donc les SCOP sont encore une fois des sociétés commerciales, donc qui peuvent tout à fait dégager des bénéfices, être lucratives.
La particularité par rapport à une société classique, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces bénéfices. En SCOP, on parle d'une répartition équitable des richesses. Donc on va avoir une part, donc le prérequis c'est avant tout de faire des bénéfices bien évidemment. Si c'est le cas, il y a une part qui va être distribuée à l'ensemble des salariés de la SCOP, qu'ils soient associés ou non, car on peut avoir dans une SCOP des salariés qui ne sont pas directement associés. Mais là l'idée c'est de rémunérer le travail, de considérer que tous les salariés ont participé à la création de cette richesse. Une deuxième part qui va avoir vocation à consolider l'outil de travail, donc la SCOP, pour avoir des réserves, pouvoir réinvestir, autofinancer, etc. Et une part qui va permettre quand même de rémunérer le capital, donc là, distribuer des dividendes aux associés salariés ou associés extérieurs, mais cette part est limitée. Donc là, c'est pour ça qu'on parle de répartition équitable. La finalité n'est pas uniquement de distribuer des dividendes, mais également de rémunérer le travail et de consolider l'outil. Voilà, là je vous ai donné quelques exemples pour illustrer. Donc Scopa, c'est une petite scope de data scientists, on va dire, qui font de la gestion de données. Donc c'est un secteur qui est assez porteur, on va dire, et ils ont choisi cette forme-là pour entreprendre. Et Cité Création, qui peut être bien connue des Lyonnais, c'est la structure qui réalise les fresques murales, notamment le mur des Canuts. Ils existent depuis 40 ans maintenant et ils sont structurés sous forme de scope. Voilà, donc encore une fois, on est bien sur tout secteur d'activité. Et pour finir, donc c'est bien des entreprises qui privilégient la pérennité, étant donné que c'est des structures qui ne peuvent pas être revendues. C'est des structures qui ne permettent pas de faire de la plus-value sur le capital. Je suis associée dans une SCOP, le jour quand je travaille dans la structure, le jour où je quitte la structure, je récupère mon capital sans plus-value et l'outil est transmis à d'autres générations de salariés. Maintenant, sur la question des sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc SIC, ce sont des formes coopératives, encore une fois, là, qui ont pour particularité, donc, qui ont bien un projet économique comme toute forme de société, mais là, qui ont dans leur objet social l'obligation d'avoir un projet à utilité sociale, un projet à impact, comme a été présenté par Arthur et Léopold. Notamment, souvent, les projets d'Alter Incube font le choix d'évoluer vers la forme SIC, qui est très adaptée pour ce type de projet. Donc, bien un projet économique, mais avec un caractère d'utilité sociale. Donc, on va retrouver les SIC beaucoup dans le secteur de la transition écologique, dans la santé, dans la culture, etc. C'est un statut qui a été pensé pour permettre d'impliquer dans la gouvernance de l'entreprise l'ensemble des parties prenantes du projet qui sont concernées par le projet qui est porté par la structure. On va retrouver notamment les salariés qui participent à l'opérationnel, à la création des biens et services réalisés par la SIC, mais on va intégrer aussi, en tant qu'associés dans la coopérative, les clients, les bénéficiaires, qui sont les premiers concernés par le service réalisé par la SIC et qui peuvent avoir un retour d'usage vis-à-vis de la structure. On peut également impliquer des partenaires, des fournisseurs, etc. et notamment des collectivités locales. Le statut SIC a été pensé pour porter des projets de développement de territoire et est très pratique à ce niveau-là. Voilà, ensuite on va retrouver les mêmes principes que pour la SCOP en termes de coopérative. Donc, encore une fois, c'est des sociétés de personnes. Le capital est un outil et pas une finalité. On va retrouver les mêmes enjeux en termes de gouvernance. Un associé égale une voix, même si on peut pondérer en mettant en place des collèges de vote en fonction du nombre d'associés. Et de la même manière, là on est sur des structures à lucrativité limitée. Donc la SIC peut tout à fait dégager des bénéfices, mais la majorité de ces bénéfices vont être réinvestis dans le projet collectif. Donc là, c'est 60% minimum du bénéfice de la coopérative qui va en priorité développer le projet. Voilà, donc c'est un projet qui est vraiment très adapté pour porter des projets d'entrepreneuriat social, excusez-moi. Et quelques exemples, donc la Maison de la Danse, on ne connaît pas forcément, mais structurée sous forme de SIC, et Enercop, qui est peut-être plus connu, un distributeur d'énergie, de producteurs d'énergie renouvelable, voilà, qui sont des structures assez connues.
Pour finir, et pas pour trop grignoter le temps de Pascal, donc au niveau de l'Union régionale des SCOP et SIC, on a un dispositif d'accompagnement pour accompagner à la création de SCOP et SIC qui s'appelle COPSTART. On va intervenir sur tout ce qui est construction d'un prévisionnel économique, recherche de financement, réflexion sur la gouvernance, juridique jusqu'à la création des statuts. Et on va vous accompagner ensuite dans la durée, à partir du moment où vous rejoignez notre réseau. Et donc vous aurez accès à l'ensemble des services, notamment des personnes qui peuvent vous appuyer sur toutes les thématiques liées au développement d'une entreprise. On propose des webinaires d'information pour rentrer un peu plus dans le détail de ces 2 statuts. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Le prochain est le 23 avril de 10h à midi. Vous avez les informations ici. Merci Clémence. Et on est à la suite. Bonjour à tous. Donc, je suis Pascale Delasberto et je m'excuse parce que j'ai la voix qui est en train de me quitter. J'ai parlé toute la journée, donc j'ai une voix un peu bizarre. Donc, je suis Pascale Delasberto, je travaille pour Escale Création, qui est une coopérative d'activité et d'emploi. Et aujourd'hui, je représente Coop, qui est le collectif lyonnais des CAE, donc des coopératives d'activité et d'emploi. Donc mes collègues vous ont dressé un portrait des structures coopératives, les SCOP, les SIC. Et bien dans ce paysage coopératif, il y a des structures un peu particulières que sont les CAE, donc les coopératives d'activité et d'emploi, qui sont des structures 100% dédiées à l'entrepreneuriat individuel au sein d'un collectif. Donc, je vais vous expliquer maintenant en quoi c'est magique. Donc concrètement, vous êtes un porteur de projet et vous avez envie d'entreprendre au sein d'une coopérative. Comment ça va se passer? J'ai envie de dire 3 statuts, 3 étapes. 3 étapes, je teste mon activité dans un premier temps, je pérennise et me rémunère dans un deuxième temps, et ensuite je vais m'investir dans ma coopérative, parce qu'on va voir qu'on est des structures coopératives, et tout ce qu'on vous a expliqué jusque-là, c'est vrai aussi dans les CAE, avec le statut d'associé. Donc je teste mon activité avec le contrat CAPE, le contrat d'appui au projet d'entreprise, qui est un contrat un peu particulier, qui n'est pas un contrat de travail, et qui va vous permettre de rejoindre la coopérative, d'être lié contractuellement à la coopérative et de pouvoir tout simplement facturer, faire jouer le numéro SIRET de la coopérative et de le mutualiser avec l'ensemble des entrepreneurs de la coopérative. Pendant cette période de test, qui peut durer quelques mois, comme elle peut aller jusqu'à 3 ans, le CAPE, c'est des contrats d'1 an renouvelables 2 fois. Donc vous pouvez tester votre activité au maximum pendant 3 ans. Vous allez être accompagné avec des rendez-vous individuels et vous allez aussi vous engager dans un parcours d'atelier qui jalonne en fait toutes les étapes du parcours de l'entrepreneur. D'accord ? Pendant cette période-là, vous allez commencer à prospecter, avoir peut-être un premier client, 2 clients, commencer à facturer. Vous allez donc générer de la trésorerie avec ce chiffre d'affaires encaissé. Par contre, vous n'allez pas vous rémunérer tout de suite. D'accord ? Pendant la période de CAPE, vous continuez, si vous êtes demandeur d'emploi, à être indemnisé ou à toucher vos minima sociaux pendant toute la période du CAPE. Une fois que vous avez généré assez de chiffre d'affaires pour couvrir l'ensemble de vos charges et que vous pouvez rajouter une charge supplémentaire qui va être une charge salariale, le chef d'entreprise que vous êtes, vous allez embaucher une nouvelle personne qui va être vous en tant que salarié et donc du coup vous allez passer salarié de votre activité et signer un contrat qui s'appelle le CESA, le contrat entrepreneur salarié. 3 petits points, je vous dirai le A, on parlera du A en étape 3. Donc le CESA, c'est un contrat de travail, c'est un CDI. Et qui dit contrat de travail dit salariat, qui dit salariat dit protection sociale. Et du coup, à partir du moment où vous allez être salarié de la coopérative et salarié de votre activité, vous allez cotiser à la sécurité sociale, à la retraite, aux allocations chômage. Vous allez accéder à une mutuelle d'entreprise et puis vous allez recréditer votre compte formation et par la suite peut-être suivre des formations professionnelles. Donc vous allez pouvoir accéder à tous les avantages du statut salarié. Donc c'est un peu antinomique ce statut d'entrepreneur salarié. On est entrepreneur, on est son propre chef, on décide de sa stratégie d'entreprise, on reste un peu le seul maître à bord, dans les limites évidemment des règles de fonctionnement de la coopérative. Et on va pouvoir aussi gérer son temps de travail. Et pour autant, on bénéficie du statut de salarié
et toute la protection sociale qui se rapporte au salariat. Et puis je vous disais qu'il y avait une troisième étape, et donc le A de mon CESA, c'est le A comme associé. La troisième étape, c'est une fois que vous avez bien pérennisé votre activité, que vous êtes un peu en rythme de croisière, c'est à ce moment-là qu'on va vous demander aussi de vous investir dans la gouvernance de votre coopérative en devenant associé et de prendre pleine part, ça ne veut pas dire grand-chose ça, de devenir vraiment associé, de participer aux grandes décisions stratégiques de votre coopérative, de participer à la vie démocratique en votant pour les grandes orientations stratégiques de votre coopérative. Et donc vous allez devenir associé en faisant acte de candidature lors de l'AG. Et puis peut-être que si vous avez envie de vous investir encore plus, vous allez peut-être devenir administrateur du CA. Chez Escale Création, notre conseil d'administration est composé à 90% d'entrepreneurs salariés. Notre président de CA est un entrepreneur salarié. Tout ça pour vous dire que vraiment l'outil coopératif et la CAE, c'est l'outil des entrepreneurs et c'est eux qui décident réellement de comment va être organisé leur outil et comment ils ont envie d'orienter la stratégie de leur coopérative. Donc 3 étapes, je teste, je pérennise mon activité et me rémunère et ensuite j'ai le temps, je suis sur mon rythme de croisière, sur mon activité entrepreneuriale, je peux effectivement penser et intégrer ce parcours de coopérant en devenant associé et participer pleinement à la vie démocratique de ma structure. Donc tout ça a un coût, c'est ce qu'on appelle une contribution. Typiquement la contribution qui est de 10% sur le chiffre d'affaires hors taxe que vous allez réaliser, c'est quelque chose qui a été voté en AG. Et donc du coup qui a été voté par les entrepreneurs salariés eux-mêmes. Pour vous dire que même sur ce type de décision, c'est des associés qui ont décidé de partir sur une contribution de 10%. D'accord ? C'est une orientation stratégique, c'est une décision stratégique de la structure. Donc en résumé, s'il fallait retenir que 1, 2, 3, 4, 5 idées, c'est que d'entreprendre dans une coopérative d'activité et d'emploi, c'est de vous permettre d'accéder à un statut juridique existant. Vous n'avez pas besoin de vous immatriculer, vous intégrez la coopérative, vous signez un contrat, le CAPE, dont je vous parlais tout à l'heure, qui va vous rattacher à la structure juridique. Donc votre immatriculation sera la même que l'immatriculation de tous les entrepreneurs de la coopérative, puisque ça sera la structure juridique de la coopérative. De bénéficier donc d'un contrat CAPE, le contrat d'appui au projet d'entreprise, qui vous permet sur la période de test de continuer à garder votre statut de demandeur d'emploi ou de bénéficier de vos minima sociaux. Pendant cette période-là, encore une fois, vous n'allez pas vous rémunérer, vous allez construire votre projet, tester votre projet, générer du chiffre d'affaires. Et puis, une fois que votre chiffre d'affaires le permet, vous allez pouvoir passer au salariat en signant un contrat CESA, contrat entrepreneur salarié associé, qui vous permet une couverture sociale, une protection sociale comme un salarié lambda. Et puis vous restez quand même pleinement, pensez à ce statut entrepreneur salarié, vous restez chef d'entreprise, vous décidez de votre stratégie d'entreprise, vous restez propriétaire de votre marque, vous gérez votre temps de travail, c'est vous qui choisissez vos clients. Bref, vous êtes le seul chef à bord de votre activité et pour autant, vous accédez au statut salarié. Et puis, un point crucial que je n'ai pas encore abordé, mais qui est un des gros avantages de la coopérative d'activité et d'emploi, c'est que vous allez intégrer un collectif. C'est la force des coopératives, c'est son collectif. Chez Escale Création, c'est près de 120 entrepreneurs qui entreprennent au sein de la coopérative. Coop, que je représente aujourd'hui, c'est 6 coopératives sur la région lyonnaise et c'est près de 1000 entrepreneurs qui sont hébergés dans les coopératives d'activité et d'emploi. Quand vous intégrez une coopérative d'activité et d'emploi, ça devient votre premier réseau professionnel. Et on sait que c'est le nerf de la guerre, c'est le réseau. C'est là où on va trouver son premier client, ses partenaires, ses premiers prescripteurs. C'est là où on va co-construire aussi, peut-être, répondre à des appels d'offres, mutualiser des stands sur les salons. Quand on est créateur, je peux vous assurer qu'on doit, et artisan, quand on doit prendre des tables, des stands sur les salons, c'est un coût. Et de pouvoir le mutualiser avec d'autres artisans, d'autres créateurs, c'est quand même plutôt confortable. Donc c'est vraiment ce collectif, il est hyper important. Il est aussi hyper important dans le sens où vous traversez tous, même si vous n'avez pas les mêmes activités, vous traversez tous les mêmes phases.
Des fois, on est un peu dans le creux de la vague. Ça n'avance pas. Toutes les graines qu'on plante, ça ne fleurit pas tout de suite. Et puis, des fois, on est dans le haut de la vague. Le fait de pouvoir échanger sur ses difficultés, ses réussites, de pouvoir faire un peu de co-développement, nous, c'est ce qu'on propose en interne, et bien, ça vous permet d'aller plus vite dans le développement de votre activité, de gagner du temps, et puis surtout de sortir de l'isolement de l'entrepreneuriat et d'être pleinement dans un collectif, tout en étant son propre chef. Et puis, évidemment, de déléguer en partie la gestion, puisque dans la mutualisation de services au sein de la coopérative, vous allez mutualiser toute une partie de la gestion et de la comptabilité de votre activité. On a un service dédié, on a une responsable comptable, une comptable qui sont là pour gérer vos activités. Donc, évidemment, on ne va pas saisir les devis pour vous, on ne va pas gérer la relation commerciale avec vos clients, mais pour autant, on va s'occuper de tout le volet facturation, tout le volet charges. Une fois que vous êtes salarié, tout le volet social et puis évidemment le volet fiscal. Et ça, ça vous permet, il ne faut pas la partie administrative et comptable, ça prend énormément de temps quand on est entrepreneur. Souvent on n'y pense pas, on sous-estime ce temps dédié à l'administratif. Le fait de pouvoir le déléguer, ça va vous permettre de gagner du temps et de vous consacrer pleinement au développement de votre activité et à votre cœur de métier. Voilà, je ne vous en dis pas de plus, on a des réunions d'information. La prochaine, c'est la semaine prochaine, jeudi 18 avril. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire en appelant notre coopérative Escale Création. Vous demandez Bérangère, elle vous inscrira à la prochaine réunion d'information. Et je vous remercie. Et ça y est, j'ai plus de voix. Bravo. Forcément, nous, ce qu'on veut, c'est que vous pérennisez votre activité au sein de la coopérative, mais pour le coup, vous sortez à n'importe quel moment. Pendant le CAPE, c'est un simple courrier et on solde votre trésorerie sous forme de rémunération unique le mois de la sortie. Si vous quittez la coopérative pendant une fois que vous êtes salarié, là, c'est une négociation avec votre employeur qui est la coopérative. Et si vous négociez une rupture conventionnelle, c'est d'être en capacité à minima de financer par votre activité le coût de votre rupture conventionnelle. Mais on voit qu'on peut sortir de la coopérative à n'importe quel moment. Par contre, pour répondre à la dernière question, on ne peut pas transférer votre activité. Enfin, je ne crois pas. Je peux me tromper, mais je ne crois pas. Je n'ai jamais eu le cas. On ne peut pas transférer une activité. Donc, effectivement, vous allez solder votre activité, c'est-à-dire soit par un licenciement, soit par une démission, soit par une rupture conventionnelle. On va solder votre comptabilité à travers une rémunération. Et ensuite, vous allez pouvoir effectivement vous immatriculer, faire le choix d'un autre statut. Mais vous n'aurez pas envie de quitter la coopérative. C'est vrai ? Il y a beaucoup d'expériences où les gens ont tendance plutôt à vouloir continuer dans cette... En fait, c'est sur la période de test que se joue un petit peu le futur de l'entrepreneur au sein de la coopérative. C'est cette période de test où souvent on voit des gens, souvent non, mais c'est là où, encore une fois, où on teste l'activité. Donc, si on n'arrive pas à développer, c'est souvent dans cette période-là où on va quitter la coopérative. Mais le but, c'est forcément de transformer en statut salarié et de pérenniser son activité au sein de la coopérative. Une fois qu'on a passé ce cap-là, j'ai envie de dire, c'est aux 3 quarts gagné. Et on reste dans la coopérative. Non, vous êtes, dès l'entrée dans la coopérative, vous êtes assujetti à la TVA. Oui. Il y a une question ici. Oui. Oui, pendant la phase de test, justement la première étape, où on n'est pas encore salarié de la coopérative, tout le chiffre d'affaires qu'on fait, qu'on va facturer au travers de la coopérative, il devient quoi? On le dépense. il faut penser comme un immeuble avec c'est souvent l'image que je donne, un immeuble avec une copropriété. Vous avez ce qui se passe chez vous, ça se passe chez vous, c'est votre activité. Donc là, typiquement, vos produits, ce sont vos produits, vos charges, ce sont vos charges, vos dettes, ce sont vos dettes, et tout se passe dans une section analytique qui vous est propre et qui est hermétique. Par contre, effectivement, on va venir consolider une comptabilité plus générale au niveau de la coopérative, mais votre chiffre d'affaires, il est bien stocké, j'ai envie de dire, chez vous, dans votre coffre-fort, dans votre comptabilité analytique, dans votre section analytique. Et on ne peut pas le toucher.
On ne peut pas le toucher. La seule façon pendant le CAPE de sortir de l'argent de votre compte, c'est en remboursement de frais. C'est-à-dire que pendant la période de CAPE, vous allez, vous en tant que particulier, avancer vos frais. Payer vos cartes de visite, payer vos trajets. Vous avez un site internet, vous allez payer le développement, le site, l'hébergement et tout ça. Donc ces coûts-là, vous allez demander des factures au nom de votre coopérative, les déclarer comme charge. Et à partir du moment où vous allez commencer à développer du chiffre d'affaires, on va vous rembourser ces frais. D'accord ? Donc on va sortir l'argent sous forme de remboursement de frais. Par contre, une fois que vous êtes salarié, c'est la deuxième solution pour sortir de l'argent de votre compte, c'est sous forme de salaire. Et cette deuxième phase, le salaire il peut fluctuant d'un mois à l'autre. Alors nous, le but du passage au salariat, c'est justement qu'on vous passe salarié, on est très prudent. On vous passe salarié à partir du moment où vous avez une trésorerie, un chiffre d'affaires encaissé qui permettent effectivement de vous rémunérer et aussi qu'on ait des perspectives sur votre projet. C'est pour ça qu'on travaille, notre outil préféré, c'est prévisionnel. On va projeter votre activité à plusieurs mois, 1 année, 2 années, 3 années et de voir qu'on a des perspectives. Et si vous nous dites, oui, j'ai des clients sous le coude, j'ai de la facturation encore pendant 6 mois, on sait qu'en trésor, vous avez de quoi vous rémunérer, on va vous passer salarié sur un montant fixe. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de variation. Nous, ce qu'on vise, c'est vraiment de lisser la rémunération. D'accord ? Après, on peut s'amuser avec des parts variables. Mais la part fixe, on fait en sorte qu'elle soit lissée. Très bien, c'était très clair, merci. J'ai plus de voix. Je pense que c'est pour toi. Moi, j'avais une question. Regarde, voilà. Du coup, c'est Arthur, je crois, c'est ça. Vous avez présenté ce que vous faisiez, mais du coup, vous accompagnez à la création d'entreprise. Est-ce que c'est sur d'autres statuts que ce qui nous a été présenté par les deux personnes à la tête? Est-ce qu'il existe d'autres statuts en fait ou alors c'est forcément vous accompagnez les personnes et après, dans le projet, ça va peut-être aller plus sur le coopérative ou SCOP ou si. De notre côté, on accompagne différents types de statuts juridiques qui sont compris dans les statuts ESS. Pour être tout à fait honnête, on accompagne beaucoup d'associations et de sites que vous présentez Clémence. On a accompagné quelques SCOP, une part très minime d'entreprises de l'ESS aussi, qui est un statut en 2014 de l'ESS. Et voilà, dans les grandes lignes, nous, on a c'est ça, mais dans tous les cas, quand les projets sont chez nous, ils ont en général le valide, le statut qui les intéresse, mais nous, on les invite à questionner à réfléchir, puisque le statut juridique, c'est le véhicule juridique qui va permettre de porter le projet, et il vaut mieux réfléchir le projet et choisir le statut adapté, et notamment quand on parle de projet collectif, on va rappeler les différentes parties prenantes et compagnie. Là, il vaut mieux choisir le statut juridique, peut-être pas tout le temps non plus, mais en tout cas, pas dès le début du projet, parce que sinon, ça va vraiment être une asso, après peut-être ici, c'est plus intéressant. Les différents statuts peuvent être les statuts coopératifs. Tout pareil. Et aussi peut-être ajouter un point, lorsqu'on accompagne des entrepreneurs sociaux à vouloir se lancer, il n'y a aucun statut juridique qui est posé et donc de fait vous n'appartenez pas à l'économie sociale et solidaire. En tout cas en intégrant le programme ONALPIA, il n'y a pas d'injonction à avoir un statut associatif, d'entreprise de l'ESS ou coopératif. En fait, ça dépendra de votre activité, ça dépendra de votre envie. Nous, on est seulement là pour vous sélectionner sur votre motivation à répondre à cette fameuse fragilité que vous avez identifiée. Dans les faits, on a accompagné aussi beaucoup d'associations, pas mal d'entreprises de l'ESS, donc qui sont sous format de société commerciale en fait, et quelques SCOP et SIC, mais beaucoup moins. Mais en tout cas, il n'y a pas d'injonction. Merci. Pascal, je suis actuellement salarié. Plus de voix. Je suis actuellement salarié. J'envisage une démission pour création d'entreprise. Je me demande si c'est compatible avec une CAE. Tout est compatible avec une CAE. C'est plus le fait que du coup, vous n'allez pas être indemnisé Pôle emploi si vous démissionnez. C'est ça que vous dites ou vous faites une rupture conventionnelle? Dans le cas, pardon, je suis fatiguée. Passant par la démission pour création d'entreprise, il y a des moyens pour être rémunéré. Et c'est dans ce cadre-là, je me demande si c'est compatible avec une CAE, justement.
Oui, ça l'est, effectivement. Vous avez fait appel à un CEP, un conseiller, c'est ça. Vous avez monté un dossier? C'est en cours. Ok, génial. Vous allez enchaîner sur une démission. Du coup, vous allez pouvoir être indemnisé. En fait, tout est cumulable avec la coopérative d'activité d'emploi. C'est juste pour sécuriser votre parcours, pour que vous soyez sûr d'être indemnisé par le Pôle emploi pendant la période de CAPE où vous ne pourrez pas vous rémunérer. C'est surtout ça, en fait, l'enjeu. Après, vous pouvez rejoindre la coopérative comme quand vous avez envie. Et oui, c'est cumulable typiquement dans ce type de dispositif. De rien. Ça sera la dernière question. Et si vous avez des questions complémentaires, je vous invite à aller voir nos participants en fin de conférence. Bonjour. Des coopératives dans tout secteur d'activité. Des coopératives d'activité d'emploi. Alors, pour le coup, on est généraliste, nous, chez Escale Création, mais effectivement, il y a des coopératives d'activité d'emploi qui sont spécifiques à un corps de métier. Par exemple, on a Cabestan, qui fait partie de Coop aussi, qui est installé à Villeurbanne et à Grenoble, qui est spécialisé dans les métiers du bâtiment. Ils font la décennale, ils n'accompagnent que des projets qui tournent autour du bâtiment. On a Azela chez Graines de Sol, qui est une entité hébergée par Graines de Sol, qui est une coopérative à Oulin, qui est dédiée sur les métiers de l'art, de tous les métiers artistiques. Donc les photographes, les illustrateurs, tous les métiers du théâtre, enfin voilà, tout ce qui tourne. Et puis on a aussi des céramistes, voilà. Donc tous les métiers qui tournent autour de l'art. On a aussi Procop chez vous, qui est dédié au service à la personne. Donc avec l'agrément de premier niveau et qui permet l'avance immédiate, le paiement par l'URSSAF, ce type de dispositif. Donc oui, il y a des structures qui sont spécifiques, mais globalement, la plupart des coopératives sont des coopératives généralistes. Et le seul filtre à l'entrée, quand je dis généraliste, le seul filtre à l'entrée, c'est l'assurance professionnelle qui nous donne son go-no-go et qui fait que vous intégrez ou pas la coopérative si elle couvre votre activité. Voilà. Merci. De rien. Merci à tous les quatre. Merci à tous. Merci. Je vous souhaite la réussite pour vos projets pour votre rang. Là, vous avez à poursuivre ces échanges. Vous voulez des questions à rencontrer directement nos quatre intervenants. Bonne fin de salon. Merci infiniment. C'était chouette. Ah oui. Tu couperas les derniers morceaux de conversation. Pas de soucis. N'importe quoi. Merci beaucoup.